Bonjour, c'est une image abstraite, envoûtante, une composition quasi psychédélique. On ne sait pas très bien ce que l'on contemple, nos repères sont brouillés. Un indice, toutefois, cette photo a décroché le premier prix d'un concours international de microphotographie. Nous voici au plus profond de l'œil d'un rat. La beauté étrange de ce visuel est presque accidentelle. Il s'agit en réalité d'une image médicale. Alors, comment la regarder ? Comme une œuvre d'art ou comme un document scientifique? Qu'est-ce que le beau peut apporter à la science? La symétrie se révèle quasi parfaite, formée par la superposition de deux structures en forme d'araignée, l'une rouge, l'autre jaune. Elles convergent toutes deux vers le point noir central de notre photo, la tête d'un nerf optique. Autour apparaissent les structures environnantes de la rétine. Nous sommes en effet dans l'œil d'un rat, plus précisément à l'arrière de son globe oculaire grossi 20 fois. C'est là que se trouvent les cellules capables de réagir à la lumière et de transmettre ces signaux au cerveau pour créer la vision. Cette image, qui nécessite la dissection de l'œil, et donc la mort du rat, a été réalisée grâce au couplage d'un appareil photo et d'un microscope. Une technique appelée photomicrographie, mise au point au XIXe siècle, exposée dans le premier atlas de microscopie médicale en 1845 et mise à l'honneur chaque année par le concours Small World de Nikon, dont notre image a remporté le premier prix en 2023. L'auteur de cette photo s'appelle Hassanin Kambari. Il est chercheur au Centre d'ophtalmologie et de sciences visuelles Lions Eye Institute à Perth, en Australie. La photo que vous regardez a en réalité une taille de 1 mm par 1 mm. Vous pouvez donc imaginer à quel point les structures des cellules sont petites. J'ai mesuré le diamètre de l'œil de rat et il était d'environ 6 mm, donc moins d'1 centimètre. Et si vous le comparez à un œil humain, le volume est 20 fois inférieur. Vous pouvez donc imaginer à quel point il est petit. Lorsque j'ai regardé la photo pour la première fois, j'ai presque été stupéfait par l'incroyable quantité de détails présents dans cet œil. Parce que si vous le regardez uniquement à l'œil nu, ce n'est qu'un petit morceau de tissu, translucide et parfois opaque. Et donc quand vous observez réellement ces structures, c'est assez époustouflant parce que vous vous dites « Waouh, cet organe qui permet de voir est tellement complexe et extraordinaire ». Les couleurs de cette image ne sont pas naturelles. Elles sont le résultat de marqueurs fluorescents activés par un laser. Mais à quoi correspondent-elles donc? Les cellules jouant le rôle de barrière avec le sang apparaissent en jaune. En bleu, ce sont les noyaux cellulaires contenant l'ADN. Et en rouge, les protéines contractiles qui contrôlent le diamètre des vaisseaux et modulent ainsi le flux sanguin. Les couleurs que vous voyez ne sont pas les couleurs naturelles des structures que l'on voit chez les animaux vivants. Ces couleurs sont là pour faciliter l'observation au microscope. Car si on avait réalisé ce cliché sans aucun de ces marqueurs de fluorescence, on n'aurait vu que des structures opaques. Une fois la coloration réalisée, via une technique de perfusion intravasculaire, la rétine a été disséquée et a été placée sur une lame de verre et photographiée à l'aide d'un microscope confocal avec un objectif qui grossit la rétine 20 fois. Des lasers de différentes longueurs d'onde sont alors utilisés pour exciter les marqueurs de fluorescence qui sont liés aux différentes cellules qui nous intéressent. Hassanin Kambari a pris cette photo dans le cadre de recherches qu'il consacre à la détection précoce d'une maladie très répandue chez les humains, la rétinopathie diabétique. Une détérioration des vaisseaux sanguins de la rétine entraînant des troubles importants et irrémédiables de la vision, voire la perte définitive de la vue. Pour guérir cette maladie qui touche les diabétiques, il faudrait que l'imagerie médicale soit capable de reproduire sur un œil humain vivant la prouesse technique qu'accomplit notre image. Cette image est celle d'une rétine non diabétique et mon objectif était donc de l'utiliser comme référence. Ensuite, le but est d'appliquer le même protocole pour photographier une rétine diabétique et, espérons-le, identifier tout changement en comparant les similitudes et les différences structurelles. L'objectif final, c'est d'identifier les éléments déclencheurs de la maladie. Pour l'instant, c'est cliniquement impossible tant que ces troubles irréversibles ne se sont pas produits. On pourrait ainsi détecter les signes précoces et espérer les traiter avec un médicament adapté, ce qui permettrait de prévenir plutôt que de simplement ralentir
ralentir la progression de la maladie, comme on le fait actuellement. Mais plus que la performance scientifique, c'est l'aspect artistique de ce visuel qui a été récompensé par le concours de photographie organisé par l'entreprise Nikon. Celui-ci expose depuis 49 ans les images de l'infiniment petit, magnifiant le royaume que l'œil humain est incapable de percevoir. L'anatomie de la patte d'un gecko géant de Madagascar, grossie 63 fois, la coupe transversale de l'intestin d'une souris, colorée par un marqueur fluorescent, ou le bout de cette allumette en train de s'enflammer par friction sur le grattoir de la boîte. Une fois primée, cette photo de rétine de rat a été reprise dans la presse internationale, puis largement partagée sur les réseaux sociaux, où elle a émerveillé les internautes. Je savais que ce concours photo aurait une certaine couverture médiatique, mais l'ampleur que ça a pris m'a beaucoup surpris. J'ai eu la chance de participer à de nombreuses interviews dans des magazines, à la radio, à la télévision, notamment dans Nature, la principale revue scientifique mondiale, mais aussi Forbes et National Geographic. Je suis également intervenu en direct sur la chaîne ABC. Mes amis et ma famille ont pu regarder ça chez eux. Cela a donc été une super expérience un peu surréaliste pour moi. Une visibilité mondiale pour une image destinée à l'origine aux publications scientifiques, mais dont les qualités esthétiques ont séduit un public bien plus large. Alors, cliché scientifique ou œuvre d'art? Par sa simple beauté, cette image savante a su attirer l'attention sur des enjeux médicaux d'une grande complexité. L'esthétisation de la connaissance, à des fins de vulgarisation, n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle nourrit depuis longtemps un dialogue fructueux entre l'art et la science. Le dessous des images a voulu comprendre le mariage parfois surprenant entre ces deux disciplines. Cette photographie, à la fois, elle a une portée esthétique indéniable par ses couleurs, par sa forme, par son dispositif, mais surtout, elle nous dit quelque chose de l'inspiration que la science porte en germe. On pourrait la replacer dans une longue histoire d'une relation plus ou moins dialectique entre l'art et les sciences. Avant même le concours du Small World de Nikon, on avait des naturalistes et des illustrateurs qui s'intéressaient à la nature esthétique des images. J'ai par exemple en tête Ernst Haeckel qui s'amusait à représenter le microcosme sous toutes ses formes, toutes ses circonvolutions extrêmement colorées. Lui par exemple, il aura une grande influence sur l'art nouveau français. On a du côté des Français quelqu'un comme Wilfrid de Fonvielle qui lui participera à une collection fondée en 1864 par Louis Hachette, la collection de la Bibliothèque des Merveilles, qui avait évidemment une vocation de vulgarisation scientifique, mais qui présentait de manière très précise et souvent esthétique les réalités du monde visible et invisible qui nous entoure. Il y a de très nombreux scientifiques aujourd'hui, du côté par exemple des astronomes, du côté des biologistes, qui s'intéressent au dialogue avec les plasticiens, avec tout simplement les artistes dans leur ensemble. La raison principale à cela, c'est qu'ils trouvent en fait à leur contact une manière de diffuser la science. J'ai en tête un exemple, celui de l'artiste plasticienne qui s'appelle Félicie Destienne-Dorve. Dans ses installations, elle va explorer des principes qui sont liés à l'astronomie et l'astrophysique. Dans son œuvre Continuum, par exemple, elle va exploiter les imageries qui sont prises par une sonde de la NASA pour nous donner à expérimenter un coucher de soleil sur Mars. Et donc on voit bien qu'il y a aussi un enjeu d'intelligibilité scientifique, parce que les artistes savent quelque part mettre l'accent sur quelque chose que le discours scientifique ne peut pas forcément exprimer aux yeux et aux oreilles des néophytes. C'est le cas notamment avec l'artiste Marie-Sarah Adenis, qui est biologiste de formation. Dans son exposition récente qui s'appelle Gloire aux microbes, elle propose aux visiteurs de redécouvrir la richesse de ce petit être qui est celui du microbe. L'art, en quelque sorte, devient une langue universelle qui permet de traduire des concepts complexes. Là, on a un bel exemple de la manière dont l'art peut être prétexte à diffuser une découverte scientifique, en fin de compte, pour laquelle on serait quelque part complètement passé à côté s'il n'y avait pas eu ce truchement de l'image attirante. Donc on voit bien que cette photographie, elle n'est pas seulement lauréate d'un prix, elle nous raconte en creux la longue histoire des images qui sont fabriquées par des dispositifs optiques, et puis aussi ce dialogue persistant entre l'art et la science et l'art.
La science peut-elle ainsi diffuser plus largement les résultats qu'elle obtient et accroître l'intérêt qu'elle suscite grâce à l'art ? Cette piste est clairement explorée par de nombreux chercheurs qui espèrent braquer les projecteurs sur leurs travaux et décrocher au passage de nouveaux financements. Depuis cette photo, qui a mis en lumière les travaux de l'Institut de l'œil australien, de nombreuses perspectives se sont ouvertes, notamment grâce aux progrès techniques de la photomicrographie qui permettent d'envisager à moyen terme la réalisation d'un tel cliché sur un être vivant sans avoir à prélever son œil. Résultat, l'équipe d'Hassanine Kambari travaille déjà sur une photo équivalente d'un œil humain, cette fois-ci. C'était une enquête d'Olivier Lacaze pour le Dessous des images. Salut à tous.